Azul Ithmurthi ou Nqbaïl. La politique en Kabylie. Partie 1. Un aperçu sur l'histoire d'Afrique du Nord. On connaît tous le grand roi berbère Massinissa. Il a développé la Numidie en 60 ans de son règne. Il a construit des villages et villes et la paix a régné. Entre parenthèses, ce n'est pas donc qu'à l'arrivée de l'État français que les Berbères connaissent c'est quoi la ville ou, en plus de ça, un roi berbère peut amener la paix. Parlons aussi de Jugurtha, le neveu de Massinissa, un roi berbère intelligent et courageux qui a su se jouer de Rome. Entre parenthèses, certains n'ont pas oublié, contrairement à nous, les Berbères en général, les Kabyles en particulier, que Rome était une grande force à cette époque. Mais les Berbères étaient plus rusés. On a aussi Juba II, un autre grand roi berbère qui a développé la Mauritanie. Il faut savoir que les Berbères étaient païens, puis chrétiens et musulmans. Donc, aujourd'hui, on doit et il faut savoir que on doit et il faut respecter toutes ces personnes sans accepter les idées extrémistes de toutes ces croyances. Donc, je répète, il faut savoir que les Berbères étaient païens, puis chrétiens et musulmans. Donc aujourd'hui, on doit et il faut respecter toutes ces personnes sans accepter les idées extrémistes de toutes ces croyances. Car on va citer là aussi deux grands chefs berbères, prêtres, dont Saint Cyprien et Saint Augustin. Ce dernier, on dit de lui qu'il est aimé de Dieu et des hommes, mais aussi il était aimé par les chrétiens et les musulmans. Donc c'est une belle image à transmettre à nos générations. Cela ne veut pas dire d'accepter n'importe quoi. Autrement dit, le hijab ou le djellab et les idées qui vont avec. On a le foulard kabyle. Celle qu'il veut faire le hijab, on n'a qu'à mettre le foulard kabyle comme nos mères et nos grands-mères. Sans les autres robes là qui sont là pour essuyer les roues. Les roues, surtout celles de télévision, on en a besoin, mais pas avec ces robes, s'il vous plaît. Car le hijab et niqab et tout ce qui suit, c'est simple. Il tue toute idée de développement dans le jeune Kabyle, le bon développement. Le hijab et le niqab assassinent le cerveau. Voilà. Bon, on revient. C'est important aussi de savoir, comme ils l'ont bien dit avant moi, ni les Carthaginois, ni les Romains, ni les Vandales n'ont calmé les Berbères à vouloir être libres. On peut ajouter aujourd'hui aussi les Byzantins et les Français. Un petit résumé de cette période. Donc, la domination romaine, c'était en 2e siècle avant
Jésus-Christ et elle y est restée 6 siècles. 6 siècles. La domination vandale, c'était au 5e siècle de notre ère et elle a duré un siècle. Puis la domination byzantine, c'était au 6e siècle qui a duré un siècle. La domination arabe, c'est au 7e siècle. La première tentative, et je précise la première tentative de l'invasion se préparait au fond de l'Arabie. Mais grâce à notre grand roi berbère Koseïla et la reine Kahina, régnant 5 ans à la tête des Berbères, en tuant Uqba ibn Nafi', les Arabes n'ont pas pu s'installer dans les terroirs berbères. Puis, au XVe siècle, c'est des chefs berbères qui se soulèvent contre l'invasion arabe, dont Idriss au Maroc, entre parenthèses, une armée kabyle guidée par Mehdi ibn Toumert, puis le chef Zéri, qui a gouverné 75 ans, et c'était un homme bien, entre parenthèses, contrairement à certains qui ont pris ce nom aujourd'hui. Sans oublier Hamed au royaume de Hamadide à Béjaïa, ou la dynastie de Hamadide. Par contre, la Tunisie était sous l'invasion des Bédouins arabes. Ils étaient des gens qui volent et plus. Donc, à l'exception de leurs montagnes, la Tunisie était sous les Bédouins arabes qui volent et qui tuent et autres. Puis, c'est Youssef ibn Tachfin qui a attaqué et libéré des territoires berbères. Mais c'est Abdelmoumen, fils d'un artisan, qui a réussi à apprendre et reprendre la Berbérie. Au XIIIe siècle, le royaume entre en guerre entre eux pendant 100 ans. Donc, au XIIIe siècle, les royaumes entrent en guerre entre eux pendant 100 ans. Au XIVe siècle, c'est la domination turque. Donc, le XIVe siècle, c'est la domination turque qui a duré 300 ans. Comme on vient de dire, la domination turque a duré 300 ans. Dans cette époque, les personnages les plus importants sont celles de Harouj, le manchot, et Khayr ad-Din Barbarousse. C'est en son temps-là, c'est-à-dire dans l'époque où il y a Khayr ad-Din Barbarousse, qu'il y avait les statues telles que Janissaire, les Raïs, les Baye el-Bey, les capitaines Pacha et les émirs et sultans, qu'on entend entre guillemets quelque part chez nous. En plus de ça, Barbarousse a fait un traité avec la France. Donc Barbarousse est allé chez les Français. Ils ont fait un traité qui est devenu son allié. Car Barbarousse, il lui suffisait d'être un pirate comme il l'a toujours été. Et comme vous voyez, ce n'est pas les Kabyles qui ont un lien avec la France, mais comme si bien dit l'histoire malheureusement, c'est les Arabes qui ont fait un traité. Au XVIIIe siècle, la Turquie est le maître des lieux, sauf en Kabylie. Au XIXe siècle, après le premier échec en 1815, la France entre en 1830 à cause du traité de Barbarousse et celui de Hussein Dey qui lui permet de rester en vie. Je répète, en 10e siècle, en 19e siècle,
Donc en 19e siècle, après le premier échec en 1815, la France entre en 1830 à cause du traité de Barbarousse et celui de Hussein Dey qui lui permet de rester en vie et de lui laisser le territoire. 15 ans de résistance dont la France se force pour conquérir le sud et la Kabylie. Donc la France a essayé pendant 15 ans que la France essaye et s'efforce de conquérir le sud et la Kabylie. Et ce n'est qu'en 1855 qu'elle a su entrer le territoire kabyle. Avant de terminer cette période, on doit bien parler de Shishnak, un pharaon berbère régnant en Égypte au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc ici entre parenthèses, une histoire qui a passé à travers le temps et les siècles, on la raconte avec la langue de mes ancêtres, donc ma langue kabyle. Cela veut dire que les peuples kabyles existaient aussi loin que le 15e siècle. La deuxième partie, l'histoire depuis 1830 à 1962. Donc je vais faire un petit résumé, les détails ça va être dans la troisième partie. Donc l'histoire depuis 1830 à 1962. Il faut savoir que c'est en 1839 que l'État français adopte le nom entre guillemets Algérie. Il faut savoir que c'est en 1839 que l'État adopte le nom de, entre parenthèses, l'Algérie. C'est-à-dire ceux qui veulent enlever la langue française parce qu'il y a la colonisation française, je vous en prie, changez Algérie par la Numidie, c'est plus classe. On continue. Comme appellation officielle de territoire correspondant avec l'annexion d'une partie de Sahara en 1902. Donc, c'est la langue, je répète, la langue française et la langue de la colonisation, le nom aussi, il faut l'appeler comme son origine, qui est la Numidie. C'est un nom classe. Pour moi, le multipartisme est comme cette histoire de l'éventail entre la France et le Dey, Hussein Dey bien sûr. Donc pour moi, le multipartisme est comme cette histoire de l'éventail entre la France et Hussein Dey, juste un moyen pour mieux contrôler la Kabylie, famille par famille, car il n'y a pas de vrais opposants. Accepter l'existence des partis n'était pas par hasard, car presque toutes les familles ont un nombre dans un parti ou dans un autre, où il a fait juste un détour. Rares les familles qui n'ont aucun nombre dans aucun parti, comme la mienne. On continue. La soumission de Émir Abdelkader en 23 décembre 1847, donc Abdelkader, qui est émir, c'était un arabe, il s'est soumis en 23 décembre 1847 à l'État français. Ce n'est pas les Kabyles. Après l'accord de Tefna, le 6 juillet 1836, il conclut le 30 mai 1837, comme si nous, on n'existe pas, et le lien entre les Arabes et la France commence. L'État français donc, puisque elle a les Arabes comme alliés, donc elle est d'accord pour l'arabisation. Personnellement, quand on me dit pourquoi tu es contre l'arabe, je ne suis pas contre l'arabe. L'arabe, c'est une langue de son peuple. Mon peuple a une langue qui s'appelle le kabyle. Je veux que mes papiers soient en kabyle. C'est simple.
C'est clair, c'est net. Donc, vous ne pouvez pas me dire que le lien, c'est entre nous, les Berbères, dans les Kabyles, qui ont toujours lutté contre l'État français. On a un lien pour que l'identité qui était en nom français devient arabe. Où est ma langue donc? Pourquoi mon grand-père qui est kabyle est mort contre la France, son identité va être écrite en arabe? Si c'est pour enlever le colonialisme, qu'il soit écrit en kabyle. C'est un kabyle. On continue. Alors, donc après le traité de Tefna, comme on vient de citer, et comme il n'y a qu'un Mir Abd al-Qaddar dans cette époque, les autres sont tous morts, entre guillemets, l'État français est libre pour l'arabisation, car elle a les liens avec ceux qui sont arabes. Par contre, en ce moment-là, les Kabyles, les Touaregs et les Chaouis et les Mzab et tous les Berbères étaient aussi contre le colonialisme français. Mais dans cette époque, personne ne parle en détail, contrairement aux époques de Rome ou de la dynastie byzantine, etc. Tu trouveras tous les détails, mais pas ici. Donc, pour quelle raison? Entre guillemets et un point d'interrogation avec un point d'exclamation. On continue. En 1840, Adolphe Thiers, j'espère que j'ai bien prononcé, était le chef de gouvernement. Le roi Philippe veut la colonisation totale. Un traité donc était fait en 1848 et en 1849 pour la création des départements sur le territoire civil de chacun des provinces d'Oran, entre guillemets d'Alger et Constantine. La bataille des Aurès, un peuple d'origine amazigh, en 1849, c'est-à-dire ce n'est qu'après, soi-disant qu'il y a des Berbères qui ont été contre. Pourtant, à la même période que Amir Abd al-Qaddar, entre guillemets, il y avait des peuples berbères qui luttaient contre la France. En 1849, par Cheikh Bouzaïen berbère, pris par le colonisateur français le 4 décembre 1871, assassiné par cet État colonial. La révolte par Cherif Boubarla et Fadman Sommer de Djordjara en Kabylie de 1851 de 1851 à 1860 contre le colonialisme français. Et mon grand-père, et mon arrière-grand-père, Jdehlien, était à côté de Fadman Sommer pour dire les choses. Bien, c'était des Kabyles. Mais pourquoi ils sont obligés de faire un choix entre arabe et français? Pourquoi ils ne vont pas avoir des papiers autant que Kabyle? Point. Donc, je répète, la révolte par Cherif Boubarla et Fadman Sommer de Djordjara en Kabylie de 1851 à 1860 contre le colonisateur français. Et mon arrière-grand-père, Jdehlien, était à côté de Fadman Sommer. La bataille de Ould Sidi Cheikh Touareg en 1864 à 1884 contre aussi le colonisateur français. En 1870, politique d'assimilation administrative et législative française et exportation des terres de 40%. On voit que c'est la même chose par les Arabes, puisque les papiers, ils veulent que ce soit en arabe. Donc c'est des Arabes. Est-ce qu'on ne va pas penser que c'est de la colonisation arabe? Point d'interrogation et point d'exclamation. Et eux, ils n'ont pas besoin d'exportation des terres comme le colonisateur français, puisqu'ils offrent directement des appartements.
Donc c'est la même politique d'assimilation administrative par les Français en 1870, faite maintenant, puisque les papiers sont en arabe et que je suis kabyle. Je veux des papiers kabyles. C'est aussi simple que ça. Sinon, c'est la même chose. L'État français est un État colonisateur. Je penserais légitimement que les Arabes, c'est la même chose que les Français. Pardon. On continue. La bataille de Cheikh el-Mqarani de Bidjaya en Kabylie. La bataille de Cheikh el-Mqarani de Bidjaya en Kabylie avec son frère Boumzreg le 16 mars 1871. Plus de 250 tribus étaient avec eux, ainsi que Cheikh Ahdel contre le colonisateur français. La révolte des Touaregs de Hogar par Cheikh Hamoud Egg el-Mokhtar, pardon pour les noms, Hamoud Egg el-Mokhtar en 1877 à 1912 contre le colonisateur français. Je m'excuse pour les noms, de toute façon vous allez avoir l'écrit. Mais aussi c'est dégoûtant quand on parle de l'État français qui veut coloniser l'Afrique du Nord et on nous dit de ne pas penser en regardant que c'est la même politique que l'État français, que l'État ou les personnes arabes, et on ne doit pas dire que ce n'est pas une colonisation arabe. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter ça. C'est une colonisation arabe. Quand je vais voir mes papiers en kabyle là et ma terre libre là, je penserai autrement. Et je parle bien clair de la colonisation. Comme il a dit quelqu'un, il y a un grand qui a dit, quand tu n'es pas libre dans ta langue maternelle, qui est pour nous le kabyle, quand tu as des papiers écrits dans un autre langage, dans une autre langue qui n'est pas la langue maternelle, qui est pour nous le kabyle, il faut savoir que vous êtes colonisé. Et là, c'est le colonialisme arabe. On continue. La révolte de 1879 par Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman et de Madame Ziane, Mohamed Amziane, les deux sont de peuple amazigh des Aoures contre le colonisateur français et les Caïds. La révolte d'Arskin el-Bachir, un bandit d'honneur kabyle. Alors là, pardon, il y en a ceux qui s'amusent à dire juste des bandits. Non, c'est des bandits d'honneur. Attention, c'est des bandits d'honneur kabyles. Pourquoi on les appelle des bandits d'honneur? Parce que il y avait des pauvres et des riches. Ils prennent la richesse des riches pour la donner aux pauvres. Donc, ceux qui détruisent l'histoire en les appelant juste les bandits, ça, ce n'est pas juste. Ce sont des bandits d'honneur tels que Arsqi Bachir. Donc, Arsqi Bachir, il a fait d'ailleurs la révolte contre le colonisateur français et les Caïds. Il est de Bouhini d'Azovien à partir de 1887. Et bien sûr, la révolte de Ahmed Omerien, qui est bien connue, de Foueddou Wavien, un bandit d'honneur kabyle qui a fait une révolte contre le colonisateur français et les Caïds de 1800 à partir de 1945. Voilà. On continue toujours. De 1914
et 1918, c'était la Première Guerre mondiale, où les jeunes Kabyles étaient soldats dans l'armée française pour lutter contre l'Allemagne. Pour les Français qui ne doivent pas oublier ça. Au moment même où Napoléon III veut renforcer le pouvoir politique des musulmans arabes, en 1926, c'était la création de l'étoile nord-africaine par les travailleurs étrangers dont la majorité était kabyle. Donc, l'étoile nord-africaine, entre parenthèses, c'est ENA. Le 11 mars 1937, Messal El-Hadj a créé le Parti du peuple, entre guillemets, Algérie, PPA. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, puisque ceux qui sont contre Messal El-Hadj, ils sont pour aujourd'hui, car ils vont vers sa tombe et ils déposent des gerbes de fleurs. Et quand il y a un vrai opposant, ils font le lien entre lui et Messal El-Hadj. Soit te dit carrément que Messal El-Hadj n'est pas bien. Et en plus, il faut analyser les personnes qui s'opposent. Elles ne se posent pas pour rien. Donc, c'est pas parce qu'un jeune s'oppose, il a un avis politique contrairement à vous qu'il est lié à celui-là ou à l'autre. On a des cerveaux quand même. On continue. En 1939 et 1945, c'était la Seconde Guerre mondiale et l'administration vichyste, l'administration vichyste de 1940 à 1942. En 1941, l'Italie et l'Espagne revendiquent Constantinois et Lorrain. La famine en 1942, causée par un traité contre les Juifs, et l'interdiction de l'immigration des travailleurs vers la métropole. Il y a des gens qui me disent que c'est parce qu'on a dans la poésie kabyle, il y a des poèmes qui parlent de cette famine. Et certaines personnes, et je demande bien pour quelle raison, ils me disent de ne pas parler de ça. Une histoire ne doit pas être effacée, elle doit être dite et dite juste. On continue. 1942, 1943 et 1944. C'était plus l'organisation et la création de l'armée d'Afrique par les Anglo-Américains et le général de Gaulle et son armement par les États-Unis contre l'Italie et les alliés de l'Albanie. La majorité de ces soldats sont kabyles et Amazigh, dont Karim Belkacem, kabyle, le futur vice-président de GPR entre guillemets A, Farhat Abbas, kabyle aussi, président de premier GPR entre guillemets A, Abben Ramadan kabyle, indépendantiste pour la Kabylie, et l'un des organisateurs du congrès de la SOMEM, et bien d'autres qui sont aussi importants et kabyles. Ça, on ne le trouve pas dans des livres. Il faut chercher. Le 7 juin 1943, alors le 7 juin 1943 au juin 1944, c'était la création de CFLN. Comme vous voyez, CFLN, le Comité français de libération nationale. Ils ont juste enlevé le C. Le 22 janvier 1944, c'est le décret Crimieux où la citoyenneté française aux Israéliens indigènes, dont 35 000 juifs entre guillemets Algérie. Conférence de Brazzaville en 1944, le CFLN, le Comité français de libération nationale, décide de l'abolition du code des indigènes et d'utiliser la politique d'assimilation qu'on voit aussi aujourd'hui par les Arabes, puisque c'est la langue arabe qui est sur nos papiers. C'est ça, la politique d'assimilation. De 1944 à 1962, 18 ans. 18 ans, dans tous les livres possibles, il n'y a pas de détails.
Il y a juste des généralités et c'est pas bon. Donc, le 2 juin 1944, le CFLN, le Comité français de libération nationale, devient GPRF, autrement dit le gouvernement provisoire de la République française, et fait officiellement le 3 juin 1944. Ça parle aussi de l'effort social et politique de l'après-guerre entre 1945 et 1946. C'est pour ça qu'ils nous disent c'est nous qui avons développé entre guillemets le territoire entre guillemets algérien et ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui qui parlent en langue arabe, donc les Arabes, disent la même chose que les Français. Et nous, où on est dans tout ça, Dieu seul le sait. Le 8 mai 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale et le massacre de la population le 8 mai 1945 par le colonisateur français Assétif Guelma et Kharatan. C'était une marche, ils ont dit qu'elle était créée par Msal el-Hajj. Allez savoir, hein, il y a tellement de choses. La préparation à la guerre entre 1945 et 1959, donc 9 ans. La préparation à la guerre entre 1945 et 1959, 9 ans, et la trahison des peuples autochtones d'origine amazigh, dont les Kabyles, les Touaregs, les Chlouh, les Mzab, les Chaouis, etc. En 1946, Msal el-Hajj a créé le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques MTLD, entre guillemets. Et il y en a des gens qui disent qu'ils sont de MTLD, ça c'est étonnant. C'est étonnant, enfin c'est grave. En 1959, toujours Msal el-Hajj a créé un mouvement entre guillemets national, entre guillemets algérien, MNA. Donc dans tout ça, il y a que un homme qui a fait. Les autres, je ne sais pas, ils sont peut-être morts ou morts vivants peut-être. On continue. Msal el-Hajj a épousé une Française. Et il était proche des idées, entre guillemets, communistes et islamistes extrémistes. Pour quelle raison? Il y a un drapeau, entre guillemets, algérien, entre guillemets, confectionné en partie par une Française et il nous demande à nous de respecter ça. Et que c'est nous qui avons des liens avec les Français. Il y a beaucoup de questions ici, point d'interrogation et d'exclamation. On continue. Le 23 octobre 1954, c'est le FLN est créé avec sa branche armée ALN. Il a été créé à l'initiative du Comité révolutionnaire d'unité et d'action CRUA, dont Karim Belkacem, Mustafa Ben Boulaïd, Larbi Ben Mehidi, Mohamed Boudief, Rabah Betat, Tidouche Morad, ça c'est écrit. Sa première apparition se traduit dans des faits par des attaques plus ou moins désordonnées contre l'armée française, installations militaires, commissariats, entrepôts, équipements de communication et des bâtiments publics, principalement dans la région des Aurès et de la Kabylie. Ces attaques qui prirent par la suite le nom de Toussaint Rouge s'accompagnèrent de la déclaration dite 1er entre guillemets novembre entre guillemets 1954 et c'est là où c'est important aussi. 1. J'ai mon grand-père qui est mort assassiné par les soldats français à Fenelt qui n'aime pas Msal el-Hajj précisément. Pour lui, il a des idées islamistes extrémistes. C'est ce que m'ont raconté à travers ma mère qui est sa fille aînée qui lui apporte des armes à comment dire, c'était des armes détruites donc à remettre en marche. Pourquoi? Parce qu'il y a des idées qui rentrent aussi. Pour ceux qui disent que le 1er entre guillemets novembre entre guillemets 1954 que ça a commencé que ce jour-là, c'est grave. On ne peut pas organiser une guerre telle que celle de 1er qu'une journée. C'était préparé bien avant.
le PPA dont certains ont pris le part avec Msal El Hadji, d'autres sont partis pour juste lutter contre l'injustice. En ce moment-là, ils préparaient les armes pour le premier. Et ceux qui ont l'idée de ce premier, c'était déjà, on a vu déjà ça avec Falmen Sommer, Shira Haddad, Boubarlin. Ils ont fait une attaque ensemble contre le colonisateur français. Donc il est devenu d'ici, en réalité venu des gens kabyles. Il ne faut pas indigner l'intelligence des gens de tel professionnalisme. On a des gens et on a des gens très organisés, pas d'extrémistes, et ils sont contre l'injustice et bien organisés. Ils savent ce qu'ils doivent faire et quand ils doivent le faire. Voilà. Donc, n'oubliez pas, je vais redire ça entre parenthèses. Où est donc la place du peuple kabyle aujourd'hui, sachant que mon grand-père est assassiné par un avion de l'armée française à Thenelt en allant vers les réunions, en allant vers des réunions pour informer dans un rapport de l'avis des citoyens de sa section sur la situation de guerre, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont continuer la guerre ou ils vont demander un État particulier pour la Kabylie. C'était clair. Alors ces rapports étaient importants pour la préparation de congrès de la Somme. Chaque chef de section, je dois dire comme ça, chaque chef de section doit préparer un rapport de l'avis de la population pour la suite de la guerre. Est-ce qu'ils vont continuer la guerre? Et si ça continue, comment? Et si ils doivent s'arrêter, c'est comment? Et la majorité ont opté pour un statut particulier pour la Kabylie. C'est pour ça qu'ils étaient trahis d'ailleurs, par certains. On continue. Ajouter à ça, une action comme, voilà, 1er novembre ne peut être possible que par ceux qui ont déjà connu comment préparer des attaques en même moment et par des endroits différents. Tel était le cas avec Cheikh Al-Maqranien, Fadmen Sommer, Cheikh Haddad, etc. Donc c'était l'idée des Kabyles. Du 18 au 20 août 1956, l'organisation de congrès de la Somme où les Kabyles veulent un statut particulier pour la Kabylie. Mais dans l'histoire, on ne parle pas de l'intégralité de la plateforme qui est pourtant un événement très important. Il parle juste de la création de GPR, entre guillemets, un gouvernement provisoire de la République, entre guillemets, algérienne. Mais aujourd'hui, quand il regarde ça, je vais dire gouvernement, par exemple, kabyle, et ils n'aiment pas ça. Pourtant, c'est écrit, ça existe dans tous la création des pays possibles. Et en plus, ils ont signé la charte des peuples autochtones. Alors, on continue. Donc, on parlera dans la troisième partie des problèmes de tous ces mouvements et des conséquences d'un parti unique, les droits des peuples autochtones d'origine berbère écrasés, les droits à l'indépendance de la Kabylie revendiqués par les indépendantistes kabyles en 1949 et tout ce qui s'est produit depuis à nos jours, en passant par le faux multipartisme ou les soi-disant opposants. Voilà, donc on va revoir tout ça, les problèmes, la blouette aussi, les problèmes entre ce qu'ils ont appelé la crise berbériste. On va appeler que même s'il y avait des Kabyles qui ont pensé à l'indépendance de la Kabylie,
dans ce temps-là, c'était pas illégitime. C'est leur droit. Ils étaient kabyles, ils ont lutté, ils ont le droit à leur indépendance. Ils n'ont pas demandé, je ne sais pas comment je dois le dire. Un, deux, on doit savoir aussi que avec les générations, on ne peut pas avoir une autre idée. Par exemple, moi aussi, je suis pour l'indépendance de la Kabylie. Mais ce n'était pas parce que j'ai connu l'histoire des indépendantistes, d'ailleurs, je ne l'ai pas connu qu'après mes recherches à partir de 20 ans, un peu plus loin. C'est à 20 ans que j'ai commencé à chercher un petit peu. Mais je suis indépendantiste, je veux dire, je veux l'indépendance de la Kabylie parce que quand je regarde ma carte qui doit être identité, ne me reflète pas mon identité. Et l'identité, c'est important pour un jeune kabyle pour qu'il soit demain productif, positif pour la société kabyle et pas autre chose. فوالا ثاني ميرتي ثروان الحلال ثاني ميرتي وغرفة قبايلية حاضر ثمان نوان كوفيد ثلها la bavette tout ça que ça la liberté grande examiner ça c'est vous inquiétez pas pour ça. Il faut changer les choses mais il faut les changer dans sa profondeur ماشي السفلى. vous voulez l'union لها mais ماشي l'union باش قلتي لها تتواجين تتواهين تتواجين. Ça ce n'est pas une زعما سميت ذوك ما الا ديوني كيبغانا ديالي ذاقرو يعني يونيكي شحال ياكين سنين وردي بان ورا هادي هضره شحال سنين ديون ماشي ديونين ثانت وانا اطاس لي بارتي اطاس ني قرا ورد فكين كرا حاشا ثواعث ثان ميرث نوان حذر ثمان نوان ان شاء الله le 8 de mois prochain كما la suite. Je demande aux jeunes de chercher, il faut pas rester inaïd wagin à inaïd wahin. Nadif, analyser, c'est important. Merci. ذي حارب ربي في ثروة الحلال دير ربي وقادي هات روح ندير الغلاط وفقنا راه غدو غنسافريد ان شاء الله هنملي للسن pour l'indépendance de la Kabylie. Merci نوان ارثو فات